Tout est plombé. La stratégie de Trump et de Netanyahou a fait basculer la région dans le champ du déraisonnable. À la veille de Pourim, en plein Ramadan, certains ultras pro-Israël parlent déjà de Gog et Magog, de guerre sainte et de messie à venir, pendant que les missiles pleuvent sur le Moyen-Orient. Donald Trump, qui promettait depuis 2014 de mettre fin aux guerres interminables, se retrouve accusé d'avoir signé son suicide politique en suivant Israël contre l'Iran. Manque de munitions, ciel israélien de moins en moins protégé, chantage nucléaire possible. Dans cette enquête, Sylvain Ferreira expose froidement les faits derrière les prophéties et la communication de guerre. L'objectif pour Israël, il est d'abord politique pour Netanyahou, et puis ensuite, il faut rajouter une couche eschatologique dont on ne peut pas se défaire, puisque on a eu cette attaque à la veille de Pourim, au moment du mois du Ramadan, et que dans l'eschatologie juive, on nous dit que c'est comme ça que commencera la guerre de Gog et Magog, et que ça débouchera sur la venue du Mashiach, du Messie. Donc voilà, pour les ultra-orthodoxes juifs qui soutiennent Netanyahou, ça leur permet aussi de justifier par l'accomplissement, semble-t-il, de la réalité, leur prophétie. L'objectif principal de l'attaque est d'abord politique pour Netanyahou. Néanmoins, il y a tout de même une dimension eschatologique, car cette attaque a eu lieu la veille de Pourim et pendant le Ramadan, ce qui est en lien avec certaines lectures juives apocalyptiques. Donc tout ça n'a été, semble-t-il, possible qu'en suicidant politiquement Donald Trump, qui a toujours dit je ne ferai pas de guerre prolongée, qui s'est moqué, tout le monde a ressorti les tweets, puisque c'était à l'époque de Twitter, depuis samedi, pour dire voilà, il en a fait un magnifique avec une vidéo où il se moquait d'Obama en disant vous verrez, c'est un président qui est tellement faible que pour redorer sa popularité, il attaquera l'Iran parce qu'il pourra pas faire autrement. Enfin bref, où Pete Hegseth avait dit Jed Evans avait dit si vous votez pour nous, on n'enverra pas vos gamins se faire casser la figure à l'étranger. Enfin bref, tout avait été dit, et pas depuis l'élection de l'année dernière, enfin la campagne de 2024. Ça fait depuis que Donald Trump s'est lancé dans la course au présidentiel en 2013-2014, qu'il est dans cette idée qu'il faut à tout prix éviter les guerres, éviter les interventions extérieures, et qu'il a fait ce qui était nécessaire pour ça. Je rappelle que même l'opération avec Maduro, c'est quand même du grand show par rapport à ce que faisait le père Bush avec Noriega en 1989 au Panama. Donc, il nous a donné, non pas simplement un discours, mais il nous a donné des actes qui étaient en conformité avec ce discours pendant sa première présidence et pendant toute l'année dernière. Donc, imaginez que d'un seul coup, il avait complètement changé de registre en se suicidant politiquement. Parce que là, la base MAGA, elle a volé en éclats. Trump a toujours construit son image sur le refus des guerres prolongées et des interventions extérieures. Sa présidence a globalement été cohérente avec ce discours. En acceptant cette escalade, il se suicide politiquement. Il risque de faire exploser sa base électorale. En plus de ça, Donald Trump a accepté ça. J'ai oublié de le mentionner dans mes dernières interventions. Mais lundi dernier, enfin lundi de cette semaine, les primaires pour les midterms ont commencé. C'est-à-dire que les gens doivent choisir leur futur candidat pour être sénateur, congressman, dans tel ou tel parti. Donc, on va aussi voir tout de suite se manifester là, dans ces primaires pour les midterms, l'impact auprès des électeurs directement, qui vont peut-être dire, ah ben non, moi, je vais maintenant voter démocrate, parce que le Parti démocrate a été, je le rappelle, complètement secoué par ce qui s'est passé à Gaza, et le génocide. Ils ont dit, non, nous, là, le soutien inconditionnel à Israël, c'est plus possible. On l'a vu sur les campus universitaires américains. Et toute la vieille garde autour de Biden, Blinken, etc., se fait cornériser dans le parti. Donc, on risque d'avoir des gens démocrates qui vont être choisis pour les élections, qui seront des gens très anti-Israël. Et avec ce qui se passe là, ça va faire que renforcer leurs sentiments. Et donc là, Donald Trump, qui était entre guillemets dans une espèce de fauteuil, avec le Congrès à sa botte, avec un vice-président que tout le monde voyait, et moi le premier, comme étant son successeur. J.D. Vance. J.D. Vance, il fallait qu'il passe là cette petite colline, cette petite côte, tu sais, comme on dit en cyclisme, là il passait le petit col des midterms.
Et puis, il était président pour 2 ans sans avoir de compte finalement à rendre à personne. Il préparait le terrain pour J.D. Vance. Et le Trumpisme vivait au minimum 4, sinon peut-être même 8 années de plus à la Maison-Blanche. Et là, depuis samedi, tout ça, c'est fini. Les primaires pour les midterms viennent de commencer aux États-Unis. Le Parti démocrate est secoué par Gaza. On peut donc voir émerger des candidats démocrates très critiques envers Israël. Ce qui fait que le scénario de Trump s'effondre. Tout ça, c'est tombé par terre parce qu'il s'est lancé dans quelque chose où on le voit là en termes de stratégie, c'est très difficile de déterminer, à part la décapitation du régime samedi, vers quoi on va, ce qu'on veut, au profit de quoi exactement pour les États-Unis. Et de plus en plus de gens disent, bah alors on va faire quoi? On va être obligé de débarquer des gars, on va être obligé de prendre encore les Kurdes pour les idiots utiles, comme l'avait fait Bush père en 91 avec les Kurdes cette fois-ci côté irakien de la frontière. On ne sait absolument pas où on va. On ne sait pas clairement vers quel objectif politique et militaire Washington se dirige, au-delà d'une décapitation initiale du régime iranien. La question est ouverte. Faudra-t-il envoyer des troupes au sol, rejouer le scénario des Kurdes idiots utiles comme en 1992, mais côté iranien-irakien ? Et puis se pose la question, qui moi a été le sujet de mon dernier livre pour lequel tu m'avais reçu avant la fin de l'année dernière, c'est que là, les munitions, tous les spécialistes commencent à dire, mais c'est une guerre d'attrition à coups de missiles ou de missiles antimissiles, et on n'est pas certain, et moi j'en suis sûr, que les États-Unis peuvent la gagner. Voilà. Puisque pour toi, il y a une vraie question de ce côté-là aussi, que tu avais déjà posée il y a quelques semaines ici. Voilà, tous les experts disent aujourd'hui qu'au rythme auquel les tirs s'effectuent depuis samedi, et que personne ne sait exactement combien de missiles ont les Iraniens, parce que c'est les Américains, on sait à peu près combien ils en ont, ils l'ont assez revendiqué en temps de paix pour qu'on se dise, bon tiens, il leur reste à peu près ça. Et là, je voyais encore ce matin que les fameux missiles SAD qui permettent de défendre le ciel israélien en ce moment, dans 15 jours, il n'y en a plus. Y compris si on va chercher ceux qui sont d'ailleurs, semble-t-il, déjà en cours d'acheminement depuis le théâtre asiatique, Corée du Sud et Okinawa. Donc, et du coup, vu que personne ne sait, nous, avec Stratégique, fin 2024, pour nos abonnés Patreon, on a fait un dossier sur les forces armées iraniennes. Les estimations les plus hautes fin 2024, c'est que les Iraniens avaient 2000 missiles balistiques fin 2024. Imaginez combien ils en avaient un an plus tard, après la guerre des 12 jours, où ils n'ont pas cessé d'en produire, en sachant qu'ils risquaient de leur arriver à nouveau une bricole, potentiellement avec Israël. Donc aujourd'hui, les Américains disent qu'ils en ont tiré à peu près 600. Donc même si on restait sur une idée, je sais pas, ils en ont 2500, ça veut dire qu'ils en ont encore combien? Presque 2000 sous le coude, plus tous les drones. Voilà, c'est les Américains là se sont gargarisés d'avoir utilisé pour la première fois des drones kamikazes, un peu comme les Shahid 136 iraniens. Ils en ont que 300 sous le coude pour le moment. Le conflit est en train de devenir une guerre d'attrition missile-antimissile. Le doute est croissant chez les experts sur la capacité américaine à gagner une telle guerre dans la durée. C'était la première unité qui avait été constituée en novembre dernier dans la région. Voilà les disparités de force. Et puis, je l'ai rappelé dans mon bouquin, le problème, c'est que pour refabriquer des SAD ou des missiles Arrows, il faut des minerais rares chinois, et il y a un embargo sur ces minerais rares dans leur globalité, c'est-à-dire extraction, raffinage. Et là, je lisais, puisque j'en ai longuement parlé dans mes entretiens cette semaine, je lisais que l'usine qui doit permettre de faire du raffinage de ces minerais rares sans passer par la Chine, elle n'ouvrira, si tout va bien, qu'en début d'année prochaine au Canada, dans le Saskatchewan. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le moment, vu que les Chinois sont pas revenus sur leur embargo et qu'ils ne vont pas revenir dessus, parce que je rappelle que l'Iran, c'est le grand partenaire historique depuis des milliers d'années, enfin pas des milliers d'années, mais des centaines d'années de la Chine, ils vont pas lâcher cet embargo pour que les Américains s'amusent à refaire des armes facilement demain matin. Donc, c'est plié. Et encore, cette usine au Saskatchewan, il faudra aussi que les Canadiens soient d'accord avec Donald Trump pour continuer de le servir, parce que je rappelle que ces derniers mois, les relations entre le Canada et les États-Unis n'étaient pas au beau fixe.
bon, avec Carney au Ouais. pouvoir, hein, qui peut pas blairer Trump. Donc, même s'il y a des engagements industriels, au dernier moment, le Canada pourrait peut-être leur faire faux bond. Mais faut imaginer que vu les tonnes de minerais rares qu'il faut raffiner pour refaire un F-35, pour refaire un missile, pour refaire ceci, pour refaire cela, même si tout va bien, que cette usine ouvre l'année prochaine, bon bah là, vu le nombre de munitions qu'il faut tirer en ce moment, les Américains vont se retrouver face à un problème de munitions disponibles. Voilà. Pour produire de l'armement, les États-Unis dépendent de minerais rares raffinés. La Chine applique un embargo sur ces minerais et est historiquement proche de l'Iran. Une usine alternative de raffinage au Canada n'entrerait en service au mieux que l'année prochaine et elle est nécessaire pour reconstituer rapidement les stocks de munitions qui deviendront bientôt problématiques. Et la crainte, la vraie crainte, c'est pas les munitions pour frapper l'Iran. La vraie crainte, c'est justement ces missiles SAD ou Arrows pour protéger le ciel d'Israël. S'il n'y a plus rien, et d'ailleurs là, les images de cette nuit montrent qu'il n'y a plus beaucoup d'interceptions, c'est qu'Israël invoque le fait que ses intérêts vitaux sont en danger. Et dans ces cas-là, que va faire Israël? Comme tout État qui possède l'arme atomique, elle pourra invoquer l'idée qu'elle peut avoir recours à l'arme nucléaire pour protéger ses intérêts vitaux. Ça, pour toi, c'est plausible, Sylvain, concrètement, cette extrémité-là, hein? Est-ce que c'est plausible? En 1973, Golda Meir a menacé Kissinger de le faire pendant la guerre du Kippour. Et à l'époque, Kissinger lui a dit, si vous faites ça, puisqu'on était dans la configuration de la guerre froide avec les soviétiques, il a dit les États-Unis arrêtent le pont aérien de munitions classiques qu'ils étaient en train de mettre en place pour soutenir l'effort de l'armée israélienne contre donc l'Égypte, la Syrie, etc. Donc automatiquement, Golda Meir, elle a dit ok, on ne fait rien, mais on sait que vraisemblablement, donc en juin dernier, Netanyahou a recommencé ce chantage et que c'est pour ça que Donald Trump a lancé l'opération Midnight Hammer pour essayer de faire taire toute cette histoire en disant voilà, on a détruit le nucléaire iranien. Donc pour moi, puisque maintenant on est rentré dans le champ du déraisonnable, hein, qu'il n'y a plus rien qui se tient par la raison, malheureusement, je pense que Netanyahou est capable d'aller jusque-là en disant bah voilà, il n'y a plus rien qui protège le ciel israélien, nos intérêts vitaux sont en danger, parce que la censure installée depuis mercredi par le gouvernement israélien sur les photos des dégâts qu'occasionnent les missiles et les drones iraniens nous empêche de voir ce qui est détruit en Israël. Mais on sait déjà après la guerre des 12 jours, on sait après la frappe iranienne qui avait eu lieu en octobre 2024 en représailles, en riposte, comme vous voulez, de l'assassinat de l'ambassadeur. Il y avait une frappe, tu sais, sur l'ambassade iranienne à Bagdad, ou à Damas, je ne sais plus si c'est Damas ou Bagdad, donc une violation du droit international. L'Iran avait riposté, elle avait touché des bases aériennes sur lesquelles il y a des F-35 israéliens. Et là, on imagine bien que par rapport à toute la qualité des frappes qui ont été menées par les Iraniens sur les cibles de haute importance dans le Golfe américaine, ils ont été capables d'en faire autant sur Israël. Ouais. Alors Israël le cache, hein, bien évidemment. Moi, je le dis comme ça, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais j'ai un contact Facebook qui est allé en Israël en juillet dernier, qui a approché certains sites assez discrètement pour les prendre en photo. Voilà, il y a eu des dégâts sur des infrastructures militaires pendant la guerre des 12 jours et il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas aujourd'hui. L'attaque d'Israël a une forte dimension politique et religieuse, une lecture apocalyptique pour consolider son camp ultra-orthodoxe. La participation de Trump à l'escalade contredit son image anti-guerre et menace de faire exploser sa base électorale. Avec les midterms en vue, la base démocrate devient de plus en plus hostile au soutien inconditionnel à Israël et l'émergence possible d'un candidat très critique d'Israël est bien réelle. Le plan américain est flou. Il y a une incertitude sur les objectifs finaux. Est-ce une simple décapitation du régime iranien ou bien une guerre plus large est en vue? Guerre d'attrition. Il y a un risque d'épuisement rapide des systèmes antimissiles US-Israël alors que l'Iran disposerait encore de nombreux missiles et drones. Dépendance industrielle. La production de missiles est limitée par les minerais rares contrôlés par la Chine et l'alternative canadienne est insuffisante à court terme. Risque nucléaire.
Si le ciel israélien n'est plus protégé, Netanyahou pourrait brandir la menace d'un recours à l'arme nucléaire dans un contexte jugé déraisonnable. Dégâts en Israël. Censure sur l'ampleur réelle des destructions, mais plusieurs indices laissent penser que des infrastructures militaires ont été sérieusement touchées. On l'a très bien vu. Derrière la stratégie de Netanyahou, il n'y a pas seulement la politique, mais pour certains de ses soutiens ultra-orthodoxes, une lecture apocalyptique de l'histoire. De Gog et Magog jusqu'au Messie, pendant que très concrètement des missiles tombent et que des civils meurent. On l'a vu aussi pour Donald Trump, qui s'était construit pendant 10 ans sur le refus des guerres sans fin. Cette opération ressemble à un véritable suicide politique, au moment précis où les électeurs américains, quant à eux, déjà secoués par Gaza, remettent en cause le soutien inconditionnel à Israël. Et pendant que certains parlent de prophétie, les chiffres, eux, parlent de guerre d'attrition. Stock de missiles qui fondent, pénurie de munitions, dépendance aux minéraux rares chinois, jusqu'à faire ressortir le spectre du chantage nucléaire. Alors la vraie question, ce n'est plus seulement qui a raison, mais jusqu'où ces dirigeants sont-ils prêts à aller et qui paiera le prix de leurs calculs ou de leurs croyances? À vous maintenant. Dites-nous en commentaire si vous pensez que nous sommes entrés, comme certains le disent, dans le champ du déraisonnable ou s'il reste encore une marge pour arrêter ces escalades avant le point de non-retour.